Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast avec notre kinésithérapeute officiel Pierre. Pierre, je te laisserai te présenter tout à l'heure comme d'hab. Moi, c'est Thomas Inesta, fondateur de Train for Tomorrow et de la méthode OBS 360 qui vise à aider les forces de l'ordre à avoir un corps performant pour l'opérationnel et en bonne santé longtemps. Donc aujourd'hui, le thème du jour, ça va être les abdos. Pourquoi faire des abdos? Comment faire des abdos? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont un peu diabolisés à tort ou à raison? On va voir tout ça avec Pierre. Pierre, je te laisse te présenter rapido comme d'hab. Moi, c'est Pierre, je suis kinésithérapeute sur Saint-Cana. J'ai un cabinet à Saint-Cana. Je me spécialise aussi dans la prévention santé au travail et également dans le sport. Je suis aussi réserviste opérationnel dans l'armée de terre française. Ça va bientôt faire 10 ans. Donc, c'est pour ça que le sujet des forces de l'ordre m'intéresse aussi beaucoup parce que j'ai déjà pu porter de l'équipement opérationnel et senti aussi ce que ça faisait de subir ça. Ouais, ouais. Donc Pierre, il a de l'expérience dans tout ce qui est gestion de l'équipement, moniteur C4, moniteur ISTC, FAPA. Donc on s'est connu à la réserve. Ok, du coup, abdominaux. Déjà pour les auditeurs, ceux qui nous regardent, certains ne savent pas forcément comment sont constitués réellement les abdos. Souvent on a l'image du six-pack, ok, tu as les tablettes de chocolat, ok, mais en fait ça c'est vraiment seulement la partie visible des abdos. Et il y a une, euh, une partie qui est encore plus importante que celle qui est visible, qui est la partie invisible, notamment notre transverse. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point là-dessus, s'il te plaît? Oui, on a plusieurs couches hein, dans les abdos. On entend parler des obliques, du six-pack, du transverse. Euh, en premier plan, on a l'oblique externe. Si je le cache, on va voir apparaître le six-pack qui est juste en fait en dessous. On a notre six-pack ici. On a l'oblique interne qui vient un peu plus sur le côté, qu'on va pouvoir voir souvent dépasser comme un espèce de bourrelet ici sur des personnes assez musclées. C'est celui-ci. On a donc si j'enlève ici mon oblique externe et que je viens enlever mon six-pack qui rentre à l'intérieur de mon transverse d'ailleurs, hop, on retrouve le transverse qui vient s'accrocher jusqu'à derrière, qui peut avoir des expansions un peu plus longues, hein, et qui va nous servir de ceinture abdominale naturelle. Donc pas besoin d'avoir de ceinture abdominale pour maintenir sa région lombaire quand on a des sangles abdominales et surtout un transverse assez solide. Eh ouais. Ok. Et le six-pack, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, tu as des gens qui, en fait, c'est une composition génétique liée aux lignes blanches. Donc, tu en as qui vont avoir 4 carrés de chocolat, d'autres 6. C'est vraiment très personnel. C'est pas parce que on n'en voit pas 6 ou certains 8, ça peut arriver, Ouais, on peut qu'on voir, n'est là, on pas peut en voir normal. 8, hein, par exemple. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'en avoir 6 ou 8. C'est vraiment une partie génétique. On en a 4, 6, 8, ça dépend des gens. Voilà, et Tu comme, confirmes? ouais, c'est ça, c'est juste si je reviens sur une vue où j'ai un peu plus tous mes abdos, donc je vais reprendre celle-ci, hein, où je viens juste supprimer. On voit on a également une ligne blanche ici, Ouais. qui peut être soumise à certaines contraintes, bah voilà, qui s'appelle ligne blanche. Aussi surtout chez les femmes enceintes. Et ici, de la constitution des abdos qui vont créer ces bosses, comme expliqué Thomas, et notre transverse en bas qui vient vraiment maintenir toute cette région assez basse et abdominale et qu'on oublie assez souvent. Ouais, et notamment le transverse, donc la partie profonde des abdos, comme tu disais, qui, rappelons-le, hein, tu confirmeras, vient faire tout le tour de mon corps et s'attacher derrière au niveau des vertèbres. Ouais, c'est ça, on peut le voir là, il est en bleu. On le voit en transparence, hein, qui vient vraiment faire tout le tour. On a aussi les obliques, mais les obliques voilà, vont venir s'attacher, vont venir ensemble faire tout le tour, mais c'est vraiment ce transverse-là qui a cet aspect de ceinture lombaire, on peut le voir hein, de toute façon ici, si on regarde les Ouais, deux, ça fait vraiment tout le tour et ça reprend à peu près la même forme et la même taille que nos ceintures lombaires qu'on peut voir.
Et donc, du coup, euh, avoir un gros six-pack, parce qu'on le travaille beaucoup, parce que c'est celui qui est le plus visuel. Donc, c'est celui que les gens vont travailler préférentiellement parce que euh, esthétiquement, c'est plus joli, on va dire. C'est pas forcément un signe d'avoir une sangle abdominale forte. D'ailleurs, si on regarde, il y a beaucoup de mecs, personnes qui font de la musculation, du bodybuilding, qui ont un six-pack, mais qui ont un gros ventre, qui ont un ventre qui ressort un peu. Et c'est souvent lié à un manque de tonicité, un manque de force du transverse. Tu peux nous parler un peu plus de ça, de l'importance en fait de travailler les muscles profonds qu'on voit pas, plutôt que ceux qu'on voit pour gagner en efficacité, en force fonctionnelle. Exactement, bah là, comme je le montre sur ce schéma, le six-pack va avoir vraiment cette fonction de venir rapprocher l'appendice xyphoïde ici du pubis. Donc on va vraiment donc processus xyphoïde ici qu'on voit et le sternum du pubis. Donc cette fonction de flexion, sauf que la plupart du temps quand on est debout, cette flexion elle est faite naturellement par la pesanteur, hein. Donc on voit que son utilité au six-pack en lui-même euh, n'est pas énorme, à part pour se relever du lit par exemple, ou alors se lever du canapé où on va avoir cette flexion du tronc pour pouvoir se pencher à l'avant. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une force aussi élevée pour une vie de tous les jours, contrairement à l'importance des obliques et des transverses, et surtout du transverse qui lui va permettre un maintien des viscères, donc qui a même aussi une importance au niveau digestif pour plaquer les viscères et aider au malaxage du bol alimentaire et au trajet du bol alimentaire aussi. Mais va aider surtout sur ce maintien de la colonne et travailler de pair avec multifid qui sont des muscles qui sont le long de la colonne et qui vont eux aussi permettre la stabilisation de la région lombaire ici. Je sais pas si j'ai répondu à Ouais, ta question. ouais, je pense que c'est assez clair. On note l'importance en fait, de travailler sur tous les abdos profonds euh, pour avoir un bon maintien. Et du coup, en termes de santé, toi, qu'est-ce que tu préconiserais comme exercice s'il y avait genre 2 ou 3 exercices à faire pour les abdos et qu'il faudrait garder toute sa vie, et ce serait l'exercice principal à faire toute sa vie pour avoir une sangle abdominale en bonne santé, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Est-ce que tu conseillerais par exemple du gainage, comme on voit souvent du gainage statique ou autre chose? Gainage statique, j'aurais tendance à dire que c'est insuffisant pour une pratique sportive complète, mais pas qu'une pratique sportive, mais aussi une pratique euh, de travail physique où le corps est l'outil de travail. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur du gainage statique, on va demander à la personne d'être statique, souvent en planche, faciale ou latérale. Et on lui demande de tenir une position, alors que dans la vie de tous les jours, on va pas venir tenir une position, on essaye au contraire de créer du mouvement et de maintenir en fonction de perturbations internes ou externes qui pourraient arriver. Et c'est là qu'arrive le gainage dit dynamique. Donc le mot gainage en français, il peut être soumis à, à mécompréhension, parce que dans la littérature scientifique, il est plutôt utilisé comme du stability. Le gainage étant quelque chose de juste je force et je reste dans la même position, on a du mal à concevoir un gainage du coup qui est dynamique. Alors que si on utilise le mot plutôt anglo-saxon qui est core stability, core c'est O-R-E, stability, on comprend donc que le but de ce gainage est de stabiliser et donc, on peut stabiliser en statique, sans aucune perturbation, en étant en planche, ou alors en dynamique, avec des perturbations internes, comme par exemple des mouvements des jambes ou des mouvements de bras. On voit souvent des planches où on vient venir taper sur ses épaules. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'on enlève un point d'appui, notre corps veut basculer sur ce point d'appui qui est maintenant vide, manquant, et notre stability, notre core stability doit rentrer en jeu pour maintenir cette position de gainage la plus droite et isométrique possible. On a aussi les perturbations externes qu'on peut voir avec des épaules contre épaules, avec par exemple des jeux avec des élastiques où on peut venir l'un tirer sur l'élastique et l'autre aussi et créer des perturbations.
tout en demandant à garder une même position. Et de l'anti-rotation également, si on le fait en latéral, bien sûr, euh, où on peut demander à rester aussi sur une jambe et tenir l'équilibre sur une jambe avec une bonne stabilité au niveau du bassin et lombo-pelvien. Donc, ce qui est pour moi le plus intéressant, hein, c'est plutôt du gainage dynamique, de la stabilité dynamique que statique, car c'est plus représentatif de ce que l'on va retrouver dans la vie de tous les jours ou dans la pratique sportive. Ouais, totalement d'accord. Et on a vu l'émergence depuis plusieurs années maintenant, notamment grâce au CrossFit et au Strongman, de certains mouvements comme le Farmer Carry, qui sont des mouvements de pure stabilité, euh, qui peuvent être déclinés dans plusieurs positions de bras différentes, que ce soit en suitcase, donc juste avec le bras ballant sur le côté, que ce soit en front rack, que ce soit en overhead, euh, et qui là vont créer vraiment cette dynamique de je suis obligé de stabiliser mes abdos, enfin de stabiliser à l'aide de mes abdos, pardon, mon tronc et mon bassin pour pas partir dans tous les sens. Et c'est des exercices qui en fait vont avoir beaucoup plus d'impact en termes de force fonctionnelle que juste du statique ou de l'isolation, euh, comme des crunchs obliques, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je rebondis sur ce que tu disais sur une stabilité des abdos et du bassin. Parce que effectivement, ce bassin, étant donné que quand on se retrouve sur une seule jambe, c'est lui qui va prendre une partie de la charge. Pour éviter, si je me mets par exemple sur cette jambe gauche et que ma jambe droite est donc dans le vide ou levée, j'ai toute la charge ici. On voit bien qu'en tenant une balance, qui est donc mon bassin et ma jambe, que d'un côté, mon corps s'effondre. Et que pour cela, il me faut des muscles assez puissants, comme je pense surtout aux moyens fessiers, mais également des rotateurs internes et externes hein, qui me permettent d'avoir une bonne stabilité de hanche pour pouvoir rester. Et pour éviter que ma tour de Pise s'effondre si je me retrouve à pencher sur le côté, j'ai besoin de toute cette stabilité au niveau de mon tronc pour pouvoir rester le plus droit possible. Donc c'est ça, c'est un gainage bien sûr de la sangle abdominale, mais également du bassin. Ouais, je rebondis là-dessus. Hein. Comme je dis toujours, le corps, c'est toujours un ensemble. En fait, il faut jamais penser à un muscle isolé des autres. Donc, si, par exemple, j'ai des abdos, si je parle purement abdos abdominal hyper fort, mais que je travaille jamais bah, tous les muscles stabilisateurs du bassin, des jambes, genoux, chevilles aussi, hein, qui vont participer à mon équilibre. Et ben, en fait, dès que je vais avoir une contrainte de déséquilibre, je vais pas pouvoir la gérer parce que même si mes abdos sont forts, ça va pêcher autre part. Et du coup, il faut toujours voir ça dans sa globalité. Ouais, exactement. D'où l'avantage du gainage dynamique, où on vient se concentrer sur des mouvements de hanches, de bras, et on met le corps dans des positions différentes et on oblige le corps à venir se renforcer dans certaines positions. On n'oublie pas que Ouais, le corps a tendance à se renforcer dans les amplitudes dans lesquelles on va le travailler également, même s'il y a des transferts hein, sur d'autres amplitudes. Si on s'entraîne sur du demi-squat, on sera meilleur sur du demi-squat que sur du squat profond, parce qu'on n'aura pas entraîné nos fibres musculaires à être fortes quand on arrive vraiment tout en bas. Même si, bien sûr, on aura gagné de la force sur du squat profond en s'entraînant que sur du demi-squat, on aura quand même un terrain, d'où l'importance de venir essayer de s'entraîner dans des amplitudes beaucoup plus grandes. Et je pense aussi à de l'anti-rotation, je pense aussi ouais. à des Est-ce que tu positions pourrais, différentes. ouais, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est de l'anti-rotation pour ceux qui nous écoutent? Parce que bah, nous, on se comprend, mais pour les gens, c'est peut-être pas clair ce que c'est. L'anti-rotation, c'est éviter au corps qu'il fasse une rotation. On pense surtout aux membres supérieurs la plupart du temps, où si je viens mettre mes mains vers l'avant et que on me pousse, si on me voit correctement sur l'écran, si on me pousse sur le côté Je de sais ma pas, parce main pour me faire il y a tourner, ton nom qui bloque, enfin, qui qui bloque masque un petit peu. la moitié de l'image. Si on vient
venir dans cette position et que je demande à une personne de venir pousser mes mains pour que ça me fasse tourner mon corps, l'anti-rotation serait en fait de pouvoir rester dans cette position et d'éviter la rotation. On va le retrouver de manière un peu plus complexe dans des sports avec un transfert d'énergie entre le bas du corps et le haut du corps, où je vais demander à avoir euh, un engagement de mes jambes, comme par exemple sur une frappe en, en sport de combat. Je vais avoir mes jambes qui vont donner l'impulsion de force et de rotation au niveau hanche, bassin, et arriver au niveau du corps, je vais avoir ma rotation qui va commencer à s'installer sur le Au niveau bassin. du corps, CORE, hein, je précise Ouais. pour Au niveau ici que tout le monde comprenne bien. de cette partie-là, j'ai une rotation qui va commencer à se créer parce que mon bassin l'aura initié. Et pour qu'elle puisse être transférée correctement à mon épaule, il faut que j'engage mes abdominaux pour transférer cette rotation correctement. Donc je dois avoir de l'anti-rotation de l'autre sens pour éviter que mon corps juste se tourne dans un sens, que mes hanches partent dans une rotation et que mes épaules restent stables. Non, je veux que mes épaules puissent suivre. Donc je vais anti-rotationner au niveau de ce corps, CORE, Ouais. de cette partie-là. Je sais pas si j'ai été clair sans image, sans visuel. Je sais pas si j'ai de la rotation ici, je ne pense pas. Ouais, ouais, je pense, hein, faut imaginer en fait un peu comme un torchon qu'on viendrait essorer et en imaginant que le bas reste fixe, le haut tourne, donc ça essore et en fait on veut pas que aller jusqu'au bout, donc on va créer une force qui va venir bloquer, contrecarrer cette rotation pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Voilà. Et bien évidemment, nos abdominaux, hein, surtout nos obliques, vont permettre cette rotation du tronc et permettre des mouvements comme le Russian twist qu'on peut voir aussi souvent à la salle de sport, vont permettre des rotations qui sont utiles dans le mouvement sportif, hein. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de rotation et qu'il faut à chaque fois bloquer la rotation. La rotation va être très utile dans le mouvement sportif, mais savoir pouvoir bloquer cette rotation et l'arrêter au bon moment pour avoir une bonne technique est très important également. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de certains exercices qui sont aujourd'hui diabolisés là depuis quelques années maintenant? Je pense notamment au crunch. Le crunch, hein, qui est le fait de rapprocher, hein, sa cage thoracique de son bassin. Tout le monde dit, ouais, faut arrêter les crunchs, vous détruisez vos abdos, vous détruisez vos organes internes, etc. Mais n'oublions pas que le crunch est un mouvement naturel qu'on fait dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour se lever de son canapé ou de se lever de son lit. Donc, est-ce que tu peux nous donner des clés? Est-ce qu'il faut pas le faire du tout? Est-ce que, ok, on peut le faire, mais dans ce cas-là, il faut essayer de le faire correctement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire correctement. Et c'est rare d'ailleurs, je trouve, les gens qui savent le faire correctement. Ouais, Qu'est-ce que t'en effectivement. penses? Un crunch, on va voir que le volume ici à l'intérieur du thorax va venir du coup se réduire et on va avoir, si on imagine notre thorax avec un diaphragme qui est une coupole ici supérieure, qui n'est pas réussi là à faire apparaître tout de suite, je vais peut-être pouvoir essayer de vous le faire apparaître sur le corps humain en entier. Hop, voilà, si j'enlève un peu ça, on a le diaphragme qui vient ici dessous, hop, en coupole, sous forme d'une coupole. Voilà, on peut voir ici une coupole qui est créée. Ouais, diaphragme, muscle super important, hein, mais qui est Dans la très souvent respiration. négligé. Donc on a ce diaphragme-là qui vient du coup s'abaisser lorsque l'on prend une inspiration, lorsqu'on vient gonfler nos poumons. En fait, nos poumons ne se gonflent pas, hein, c'est le diaphragme qui descend, qui crée une hypopression et l'air vient rentrer. Donc on a ce diaphragme en supérieur. On a au niveau de nos abdomens, on a vu qu'il était assez puissant, il y a quand même quatre couches. À l'avant, on a nos abdos. En bas, on a notre plancher pelvien, qu'on entend de plus en plus parler également, hein. Ouais, Et derrière, on a notre colonne vertébrale. On imagine à l'intérieur un ballon de baudruche, hein, qui est notre enceinte manométrique abdominale, notre cage, notre caisson, voilà,
notre caisson à l'intérieur de nos abdos. Et lorsque je vais faire mon crunch, comme on le voyait tout à l'heure sur cette animation, je vais venir écraser ce ballon de baudruche. Sauf que si je coupe ma respiration et je garde ma respiration coupée, l'air ne peut pas partir par le haut. J'ai ma coupole diaphragmatique qui ne bouge plus étant donné que j'ai coupé ma respiration. Mes poumons ne peuvent plus se vider et laisser la place à mon diaphragme. Derrière, j'ai mon dos. Je suis en train de contracter mes abdos, donc mes abdos ils sont durs comme du béton, ça ne peut pas partir à l'avant. Et ben, le plus souvent, où est-ce que ça part? C'est vers le bas vers le ou bas. vers la colonne, quoi. Donc plancher pelvien. S'il n'est pas assez tonique, c'est lui qui trinque. Et vers la colonne vertébrale, si pas assez protégée, elle trinque également. Donc les crunchs sont diabolisés quand ils sont, on va dire, hyper pressifs. Donc lorsqu'il n'y a pas d'expiration, euh, car les pressions ne sachant pas où partir, viennent s'exercer sur du plancher pelvien ou ici le dos. Et ça, c'est un super sujet aussi à aborder, hein, Ouais. peut-être prochainement Est-ce que le tu plancher pourrais, pelvien. ouais, est-ce que tu pourrais donner deux, trois clés rapido aux gens qui font des crunchs pour les faire mieux, pour préserver justement leur plancher pelvien, etc. Sachant que le plancher pelvien, on en parle beaucoup pour les femmes, mais attention, les hommes aussi sont sujets à ce type de problème, faut pas Exactement, on l'oublier. peut avoir des incontinences hein, sur du plancher Donc, est-ce que pelvien tu ou des aurais deux, trois inconvénients. tips pour les faire mieux? Déjà de l'expiration, donner une solution à cette hyperpression, de pouvoir sortir et pouvoir avoir une isopression, donc une pression qui ne varie pas. Lorsque je vais venir faire mon crunch, je laisse l'air s'expulser, j'évite de pincer mes lèvres, je laisse libre cours à cet air de venir rentrer et ressortir. Vous verrez, vous laisserez comme si vous faites de la buée sur une vitre, la bouche, la gorge est bien ouverte et l'air peut rentrer, sortir facilement. Ça, c'est une solution viable pour permettre d'éviter cette hyperpression. Et après, il existe aussi des exercices beaucoup plus complexes. Il y a des écoles hein, pour ça, il y a des cours aussi sur ça. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui font du très bon contenu aussi sur ça. C'est les abdos hypopressifs, où là, on va venir faire le contraire. On va essayer de créer une hypopression à l'intérieur de cette enceinte que je vous expliquais tout à l'heure pour venir avoir cette aspiration de ce plancher pelvien et protéger tout en ayant une activation au niveau des muscles profonds de la sangle abdominale et le plus souvent ce transverse. Ouais, on pourrait prendre l'exemple, sans rentrer dans le détail, hein, d'un mouvement qui est très populaire depuis quelque temps, qui est le stomach vacuum, Mm. qui est purement hypopressif. C'est ça. Ouais, et d'ailleurs, si vous faites les abdos en faisant, comme disait Pierre, avec une expiration, je sais que moi je fais tout le temps, je travaille beaucoup sur la respiration abdominale. Et ben en fait, si je fais des crunchs normales, vous pouvez en faire 500 en bloquant votre respiration. Vous allez avoir évidemment une sensation de brûlure, une sensation de travail. Mais bon, ça peut se faire. Par contre, dès que vous commencez à mettre de la respiration dedans et de la conscience sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que je le fais bien ou pas, très rapidement ça brûle. Et déjà, si vous en faites franchement 30, vraiment avec une très bonne expiration, un très bon contrôle, vous commencez à sentir un vrai travail, hein. Rien à voir. Ah non, rien à voir, je suis bien d'accord. Et pour parler plutôt des forces de l'ordre, hein, ce maintien de la colonne vertébrale va permettre une économie de course qu'on expliquait hein, sur des interventions super intéressantes, va permettre d'éviter aussi de se faire bousculer facilement, va permettre également de pouvoir avoir l'ascendant au niveau des forces et utiliser la force de ses membres supérieurs en ayant une bonne stabilité avec les membres inférieurs. Donc ce transfert de force, pouvoir être fort en haut. Si on n'a pas ce corps stabilité, si on nous pousse en haut, on a beau être fort en bas, on va venir casser facilement et venir se cambrer à l'arrière. Ce corps stabilité est utile là-dessus et utile sur de l'économie de course. Et quand on rajoute de la charge, comme par exemple de l'équipement, hein, qui est aussi un sujet intéressant à aborder, on augmente euh, aussi la charge sur ce core stability. Et lorsque l'on se penche en avant ou qu'on est propulsé à l'arrière, il y a beaucoup plus de résistance à mettre que si on est vraiment en nu, en lice, qu'on n'a pas d'équipement. Ouais, mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast, Ça va. l'équipement. Mais c'est sûr hein, que les gens se rendent pas compte.
qu'en fait, même quelques kilos supplémentaires sur le haut du corps ont un énorme impact sur la colonne, sur le corps humain, sur la durée, et aussi ont un énorme impact dès que tu dois faire un mouvement dans l'intensité, dans la vitesse. Et si ton corps il est pas prêt à le faire, bah souvent il se passe un truc pas cool, Effectivement. blessure ou autre. Ok, très bien. Donc, tout à l'heure, je t'ai demandé deux ou trois exercices. Je sais plus, en fait, je me souviens même pas si tu as vraiment répondu à la question. Si toi, tu devais garder trois exercices, on va dire, toute ta life, toute ta vie, tu faisais que ces trois exercices pour ta santé abdominale et ta force abdominale, tu ferais quoi? Hum, j'ai le droit de dériver un peu pas que sur de l'abdominal, mais plutôt sur de la stabilité en général. Ouais, évidemment. Celui que j'adore par-dessus tout, ça va être le deadlift sur une jambe. Pourquoi? Parce que j'ai à la fois mon appui unipodal, j'ai de la flexion au niveau de mes hanches, j'ai du gainage à avoir sur mes lombaires et des scapulas qui sont donc des omoplates qui sont rétractées un peu plus à l'arrière. Donc j'ai vraiment le gainage de tout mon dos, toute cette colonne. J'ai le gainage au niveau de mes fessiers, chaîne postérieure et ces anti-rotations à avoir aussi dans ma hanche. Donc vraiment, pour moi, c'est mon mouvement phare pour pouvoir travailler cette stabilité. Et même, ça descend même jusqu'au niveau de la cheville, en fait, cette stabilité, parce qu'on se retrouve sur un pied. Ouais, est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus clairement, vraiment comment tu exécutes le mouvement? Parce que je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent aient vraiment Alors, compris comment il fonctionnait. pour exécuter le mouvement, je viens me démarrer en position bien droite, serrer les omoplates un peu à l'arrière, rentrer le bas du ventre, se gainer correctement. Et je vais en étant sur une jambe, me basculer vers l'avant, petite flexion de genou hein, à garder pour pouvoir avoir cette stabilité et éviter de trop tirer sur la chaîne postérieure et permettre que les hanches passent à l'avant. Et je vais venir tout en gardant le dos droit. Bon, là, mon dos n'est plus droit, hein. Voilà, tout en gardant mon dos droit. Venir me pencher à l'avant juste sur une seule jambe, juste les hanches. Le poids est dans mes mains, le long du corps, et vient se rapprocher tout doucement du sol, s'arrêter à peu près mi-tibia. On est sur du Romanian deadlift à une jambe, en fait, pour être plus Ouais, précis. Il y a très peu de flexion de genoux. Ce qui m'intéresse, c'est surtout cette flexion au niveau des hanches et un bon gainage au niveau du tronc. Je ne sais pas si j'arrive à être clair avec juste des explications comme ça à l'oral. ouais, bah, ouais, pour moi c'est clair. Après, ouais, c'est ça, c'est un Romanian deadlift. En fait, c'est un soulevé À de une terre jambe. roumain sans charge où je vais conserver mon dos droit. J'aurai une flexion à partir de la hanche et je vais venir chercher en laissant partir la jambe vers l'arrière, maintenir cet angle entre mon tronc et ma jambe pour venir fléchir vers l'avant. Un peu comme une bascule en fait. Ça, c'est l'exercice phare que j'adore. Après, je mettrais de l'anti-rotation. Donc, un exercice que j'aime bien, c'est venir accrocher un élastique à une poignée de porte, venir se mettre de profil par rapport à cette poignée de porte, tenir l'élastique dans mes mains et venir rapprocher l'élastique de mon corps, retendre. Et ce qui va se passer, c'est qu'en tendant mes bras, j'augmente mon moment de force parce que mon bras de levier est augmenté. J'ai de la rotation qui veut se créer. Et moi, mon but, c'est de créer de l'anti-rotation. Et à cela, je peux y combiner des fentes pour plus euh, d'instabilité. Ou rien que en restant déjà debout, j'ai de l'anti-rotation qui est assez intéressante en gainage statique. Et ensuite, des exercices Ouais, et assez un intéressants. troisième. Un troisième, si on reste sur du statique, un exercice que j'aime bien, ça va être sur le dos, hanche à 90 degrés, et venir à venir plaquer le bas du dos sur le sol, sentir son bas du dos plaqué, la colonne légèrement enroulée, mes abdos engagés, et je vais demander à la personne de venir tendre juste une seule jambe sans que son dos se creuse. Donc là, je demande. Ouais, tu fais des leg extensions en fait. Ouais, c'est ça, je viens tendre, même amener vers le bas, donc venir créer cette extension de hanche surtout plus que de genou.
pour que ma hanche vienne perturber mon gainage à l'avant et que mes abdos viennent contrer cette antépulsion, cette antéversion Ouais. de bassin. Ok. Très bien. Et là, du coup, tu vois, on remarque que bah, les trois exercices que tu nous as donnés, il y avait zéro isolation. Mm. Donc, j'en reviens à dire que souvent les exercices qui paraissent les moins sexy, des fois, tu vois que, bah, par exemple, dans le programme Ops 360, j'ai mis plein d'exos, notamment ces trois-là, bizarrement, euh, ou de premier abord, de première vue, quand tu les exécutes, tu dis, ouais, c'est pas sexy, toi, il n'y a pas vraiment d'intensité. Euh, Certaines personnes trouvent ça un peu même chiant de les faire. Mais en réalité, ces exercices qui sont les plus importants pour vraiment avoir des fondations méga solides et pouvoir créer quelque chose derrière de fort, de puissant, de rapide. Parce que si en fait tous ces muscles-là sont pas suffisamment renforcés, bah, tout ce qui va découler derrière va être moins performant en fait. C'est ça. Tu valides ou pas? Oui, je valide complètement. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu avais d'autres trucs là, toi, que tu voulais aborder? Je pense qu'on est pas mal, hein. Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, tu me demandais d'aborder un peu ce gainage statique, dynamique. Je pense qu'on Ok. on a fait le tour sur le sujet. Quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, un peu, on pourrait dire. Le gainage statique, c'est souvent une porte d'entrée vers un gainage dynamique. Puis, si vous arrivez à faire une planche d'une minute trente, va falloir complexifier la chose. Un gainage Ouais. juste en statique Euh, comme ça, en planche. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit hein, à mes coachés. Ouais, si tu arrives à faire une minute trente de statique, il faut passer à du dynamique. Ou alors, il faut aussi prendre conscience de son gainage statique. Parce qu'il y a une différence il y a une différence entre faire du gainage statique, mais en réalité, je vais être relâché sur ce Mm. gainage. Donc, je vais pas forcément faire rentrer en jeu les muscles que je veux réellement travailler, notamment les muscles profonds. Et il y a être actif sur ce gainage statique. Donc, on peut être actif sans bouger, en fait. Et ça passe par une conscientisation de ce transverse, par exemple, Exactement. avec apprendre à rentrer son bas du ventre en même temps que l'on vient faire son abdos, c'est sa planche, mais également cette conscience de son grand droit, hein, venir créer cette rétroversion de bassin avec mon pubis qui vient se rapprocher ici de Ouais, mon appendice pendant que euh, je suis en gainage. Là, on a la conscientisation et le gainage n'est plus du tout le même, hein. Là, c'est vous ça. tiendrez 20-30 secondes, hein, sur Et des ouais, personnes qui tiennent c'est normalement une minute 30 minimum. au niveau musculaire, on n'est plus pareil. C'est pareil, engager légèrement les fessiers pour toujours avoir aussi cette rétroversion, cette légère rétroversion du bassin. Chercher à venir planter les coudes dans le sol et les rapprocher de ses orteils pour créer encore plus de tension au niveau de notre grand droit et de notre transverse. Donc, il y a une différence entre faire un gainage statique soft et un gainage statique conscientisé, où là, on n'est plus sur le même travail. Donc, très intéressant ça. Et une fois que je suis bon à ça, passer directement sur du dynamique, euh, avec des exercices annexes, avec ou pas petit matériel. Moi, je travaille beaucoup avec les élastiques. Sur Off 360, on bascule avec beaucoup d'élastiques, parce que je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant, parce qu'on peut vraiment gérer la charge de travail et l'intensité en fonction de son niveau. Et même avec le même élastique, on va pouvoir gérer différentes intensités, plutôt qu'avec une charge fixe, en fait. Je sais pas si toi tu utilises un peu ce type de matos. Enfin, Moi, ça, j'adore je te les pose la élastiques, question, mais en surtout fait, sur je de la sais. variation, hein. Ouais, Ouais. ouais. Je te pose la question pour les auditeurs, mais je sais déjà la réponse en fait. Ouais, les élastiques, j'utilise énormément en cabinet, c'est des charges faciles, avec un gradient du coup de charge, ce qui permet de pouvoir s'arrêter ou moduler sa charge en fonction de sa condition, surtout quand on est blessé. Moi, en cabinet, j'ai plus des personnes quand même qui viennent avec des pathologies. Donc, ça va de soi que j'utilise plus facilement des élastiques que de la charge. Bien sûr, je combine, hein, j'utilise aussi de la charge toute la journée en plus des élastiques, mais l'élastique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut être acheté facilement, transporté, utilisable. Et chez mes patients, quand tu leur donnes des exercices à faire, je préfère qu'ils aient des élastiques plutôt que de la charge parce que je sais qu'ils vont plus facilement l'utiliser.
Ouais, je suis d'accord. Outil très très intéressant. Ok, est-ce que tu avais un autre truc à rajouter là tout Non, de je pense suite que comme là, déjà, ça, ou est-ce qu'on est on est bon? déjà à plus de 30 minutes, je pense, Ouais, je pense de qu'on est bon, hein. podcast. On C'est bon, on a va... fait mieux que la dernière fois. La dernière fois, on avait fait une heure et quelques Ouais, sur on l'asiatique. s'améliore, on arrive à être un peu plus court en disant Donc ça, mais on qu'on va verra sur faire le d'autres prochain si on podcasts. arrive à faire. C'est ça. On verra sur le prochain si on arrive à faire un sub 30. Allez, Ok, super. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Pierrot. Vous avez merci à en toi, Thomas. description de la vidéo les liens vers l'Instagram. Vous avez la description vers les 14 jours gratuits d'essai au programme Ops 360. Vous n'avez pas de CB à mettre, vous n'avez rien à rentrer. Vous inquiétez pas. Euh, 14 jours de test directement en description et le lien aussi vers les autres podcasts qui sont disponibles. Merci, Pierre. On se dit à bientôt et à bientôt tout le monde. Merci à toi, Thomas. Ciao, ciao.